Bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore nombreux à regarder ce programme. La revue des grandes unes de ce lundi, c'est la première édition de la semaine avec déjà nos invités qui sont sur ce plateau qui vont commenter, analyser et même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant de leur donner la parole, nous allons faire un tour dans les kiosques ce matin. Question également de découvrir ce que la presse nous propose. On va commencer par la nouvelle expression qui s'intéresse à un sujet intéressant. Donc ce matin, tragédie, une mère et ses 7 enfants inhumés, Régine Cussu et sa progéniture ont été portés en terre à Bana 3 mois après l'incendie qui leur a coûté la vie du côté de Douala. Donc c'est à lire en page 3 du journal, la nouvelle expression qui s'intéresse également à l'anniversaire. Et il y a un an, Biya déclarait la guerre à Boko Haram de A à Z, acteurs actifs et inactifs, donc des personnalités en présence, les faits et bien sûr les arguments qui parlent dans ce journal de la nouvelle expression, dit un dossier à lire en page 6 et 8 de ce numéro, le numéro qui parle également du 25e anniversaire du Social Democratic Front. Front dit ne tend pas la main aux déserteurs. Donc le président national du Social Democratic Front ne fera pas le premier pas vers les militants dissidents, donc c'est à lire en page 2 de ce même numéro. Et puis le Messager est également disponible ce matin. Il parle de trafic d'influence et corruption, vérité sur l'affaire Maouvé, donc à lire dans le journal. Les précisions de Le Messager à lire en page 4. Kolofata, l'armée repousse Boko Haram. Le BI déroute une embuscade des assaillants de la secte islamiste Boko Haram. C'était le week-end à lire en page 2 de ce même numéro. Et un autre numéro, un journal Kalara qui est également disponible et qui s'intéresse à l'enquête et pourquoi les avocats anglophones veulent le fédéralisme, la politique de nomination des magistrats en cause, comment les bannis de Yaoundé ont mis le feu. C'est un de ce que propose Kalara à lire en page 6 et 7 de ce numéro justement. Et également, l'ordre public, le préfet s'oppose au défilé de Kawala à Yaoundé. Il soupçonne d'ailleurs la présidente du CPP d'avoir négocié avec les Bensikines pour créer le désordre devant Paul Biya. C'est à lire en page 3 de Kalara qui est également disponible. Un journal également disponible ce matin, c'est l'anecdote que l'on retrouve également dans les kiosques, l'anecdote qui s'intéresse au plan d'urgence. Ambassala accuse Ngongo Ferdinand d'être donc l'auteur de ce qui lui arrive parce que le plan d'urgence lui a été retiré. C'est d'ailleurs le dossier à lire dans le journal. Également le journal par les dernières heures. Mokoko Mbonjo évacué à Paris, à lire en page 3 de ce même numéro. La météo est aussi disponible ce matin. La météo parle d'autres choses. Basse manœuvre encore, un coup d'État, manqué de Jeune Afrique, donc le journal de Béchi Ben Yamet persiste dans sa logique de diabolisation du Cameroun. Un dossier à lire en page 8 et 9 de ce numéro qui est également dans les kiosques ce matin. Le journal qui s'intéresse également à autre chose, donc à la fragilisation du droit d'auteur, la preuve du complot contre Paul Biya, à lire en page 4 du journal. Et le journal Jeune Afrique est aussi disponible, le magazine. Ce matin, il s'intéresse qui dirige vraiment le Cameroun. C'est la grosse question que se pose le journal en parlant de politique économique, sécurité et justice. Donc le président Paul Biya s'appuie sur une poignée de fidèles qui exercent encore par procuration un pouvoir considérable. Donc c'est à lire aussi dans le magazine Jeune Afrique qui est aussi disponible ce matin. Le Popoli est également disponible. Il s'intéresse à autre chose, à la France, la relation de la France et le Cameroun, le voyage raté de Bernard Cazeneuve, donc à lire dans le journal. Le ministre français porteur du dossier sur l'immigration a frappé à la mauvaise porte, nous apprend d'ailleurs le Popoli de ce matin. Le Popoli qui cède le pas à l'effort camerounais. L'effort camerounais qui est également disponible et qui s'intéresse au vol des bébés, qui est donc une honte pour notre pays. C'est ce que nous apprend Monseigneur Samuel Klida, archevêque de Douala, et qui estime que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures, toutes les mesures possibles pour qu'on ne connaisse plus ce genre de situation dans notre pays. Donc voilà ce que la presse nous propose ce jour. Et pour commenter ces sujets, nos invités sont déjà sur ce plateau, je l'ai dit, avec Casimir Désiré Tagne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bon retour. Merci. Et malheureusement, nous sommes levés ce matin les pieds dans l'eau, qui prouve que Douala, c'est une ville essentiellement précaire, qui peut être sinistrée à tout moment. Et le phénomène que nous vivons ailleurs, le Népal et autres, peut aussi nous arriver. Et le désastre à Douala viendra des inondations.
Voilà, merci. Vous êtes journaliste et directeur de publication du Le Jeune Enquêteur. Merci d'être là également ce matin. En face de vous, il y a un prince, Aristide, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour et surtout bon retour à Casimir Désiré Tanier. Bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes qui nous regardent partout dans le monde. Ils sont nombreux aussi à nous regarder de l'autre côté des Mintas. Voilà, merci. Alors, donc, on va commencer par la nouvelle expression ce matin qui s'intéresse à la tragédie. Une mère et ses 7 enfants inhumés, Régine Cuissu et sa progéniture ont été portés en terre à Bana 3 mois seulement après l'incendie qui leur a coûté la vie. Et je crois que l'image que la nouvelle expression a mis à la une est assez choquante. C'est pratiquement une désolation totale pour 8 personnes, 8 corps qui ont été portés en terre ce week-end du côté de Bana. Et les révélations également que j'invite les lecteurs à lire dans la nouvelle expression sont assez révélatrices de ce qui s'est passé. Déjà, les lecteurs devraient se demander pourquoi est-ce que cette dame, Régine Cuissu, a été enterrée plutôt du côté de Bana et pas dans le village de son mari. Et justement parce que malgré le fait qu'ils ont fait une progéniture très nombreuse, dont des jumeaux, ce couple n'était pas officiellement marié et le père des 7 enfants n'a jamais fait le petit pas pour aller demander la main de cette dame qui était originaire de Bana. Et c'est pour cela que justement, on n'a pas aperçu l'ombre de ce papa qui a été l'unique survivant de cette famille. On n'a pas aperçu son ombre du côté de Bana, justement parce qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Depuis que le sinistre est arrivé le 11 février, et il n'était plus en odeur de sainteté avec cette famille, qui lui reproche beaucoup de choses, et je crois que lui-même reconnaît quels sont les reproches qui lui sont servis. Et ce qui est encore malheureux, c'est que l'enterrement de cette famille s'est passé pratiquement en catimini. On n'a vu ni l'ombre de l'administration, ni l'ombre de la mairie, encore moins des établissements que fréquentaient ces enfants. On nous a révélé que les 2 grandes filles fréquentaient le collège Mamdom. Il y avait 2 enfants qui fréquentaient une école publique de la place. Aucun, ni les responsables, ni même une délégation des élèves n'est venu compatir avec cette famille. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est une désolation totale, c'est une perte totale et je ne sais pas à qui la faute. Voilà, à qui la faute, c'est une question de toute façon, mais la nouvelle expression tente de nous expliquer le processus, ce qui est arrivé, comment est-ce que les corps se sont retrouvés, ou tout au moins l'incendie a réussi à ravager cette famille, 7 personnes, c'est quand même curieux. C'est un événement tragique que tout le Cameroun a pratiquement vécu en février, mais la question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi 3 mois après? Vous avez parlé de seulement, je dirais même que c'est trop. C'est trop parce qu'au bout du compte, il n'y a pas un résultat probant. Parce que les corps, il faut rappeler aux téléspectateurs, les corps ont été gardés pour les besoins d'enquête. C'est-à-dire l'enquête devait être bouclée et un certain nombre de consentements au sein de la cellule familiale du chef de famille devait être bâclé. Et ensuite, on a pu assister à l'inhumation de cette commune. Ce que Casimir a évoqué, c'est bien de le rappeler, que Mme Cuissi n'était, entre guillemets, n'était pas légitimement l'épouse de ce chef de famille. C'est la raison pour laquelle elle a été enterrée à Bana et non dans le village de son mari, entre guillemets. Mais il faut noter que des incendies sont devenus légion dans la capitale économique Douala. On a fait cas plusieurs, surtout des marchés. Maintenant, ce sont des domiciles qui s'enflamment. Je pense qu'il y a un problème. J'ai suivi quelqu'un ce matin, je ne sais pas encore dans quel média. Il y a un problème d'irresponsabilité. C'est-à-dire d'irresponsabilité que ce soit de ceux qui nous gouvernent ou alors de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est un appel. Je pense que ça devait être une sorte de leçon et un appel à plus de responsabilité, à plus de contrôle dans nos différentes familles. C'est un événement qui est regrettable. Nous le parlons avec beaucoup d'émotion et je pense que nous devons dire plus jamais ça. Et puis Flavien, il faut même se poser la question si effectivement ces corps sont morts de suite d'incendie.
Ça, c'est la question que l'on se pose, puisque, comme le disait le prince tout à l'heure, les corps ont été gardés pendant 3 mois parce qu'il fallait faire des enquêtes. Entre autres, il y avait l'autopsie qui devait être faite, qui devait être réalisée sur les corps, parce que l'état dans lequel on a trouvé les corps ne laissait pas croire que ces enfants et leurs mamans ont été incendiés. Alors, malheureusement, l'autopsie n'est pas allée jusqu'au bout, parce qu'il a manqué un financement, il a manqué une personne, un responsable qui devait financer cette autopsie. Il n'y a finalement pas eu d'autopsie. On les a enterrés sans autopsie et c'est bien regrettable. Voilà, c'est à lire dans la Nouvelle Expression, carrément tout un article qui relate un peu ce qui s'est passé. Tragédie d'une mère et ses 7 enfants donc inhumés. Régine Cuissy et sa progéniture ont été portés en terre à Bana 3 mois après l'incendie qui leur a coûté la vie, et c'était à Douala. C'est à lire en page 3 de la Nouvelle Expression. Et on va parler de toute autre chose avec un autre sujet, donc la météo qui s'intéresse, et Jeune Afrique qui s'intéresse donc à ce titre. Même basse, ou tout au moins basse manœuvre encore un coup d'État manqué de Jeune Afrique. C'est ce qu'on peut lire dans la météo de ce matin, et avec Jeune Afrique qui est juste à côté, qui est également là, qui dirige vraiment le Cameroun, c'est la grosse question. Moi, je ne pense pas que c'est une manipulation ou bien un coup d'État que Jeune Afrique a voulu perpétrer, parce que nous, journalistes, il faut savoir cerner le bon et le mauvais. Et les autres fois que Jeune Afrique a tiré sur le Cameroun, je crois, c'était vraiment inutile, mais cette fois au moins, c'est une enquête et c'est une information sérieuse que Jeune Afrique livre aux Camerounais pour démontrer que Paul Biya est encerclé dans sa tour d'ivoire et gère le Cameroun par procuration. C'est-à-dire, il est entouré de certains proches que nous connaissons, que Jeune Afrique a listé ce matin, et donc Belinga Eboutou, Louis-Paul Moutazé, le DGREE, et tout cette clique-là qui gère le Cameroun par procuration, une procuration que leur a délivré le chef d'État Paul Biya. Donc, ce n'est pas un coup d'État que Jeune Afrique est en train d'organiser. Et justement, il faut partir du livre de Marafa, qui avait démontré dans son livre qu'il a publié dans depuis son cachot de Toudi, de Kodengui, où il démontre que depuis le coup d'État manqué de 1984, le chef d'État justement s'est recroquevillé dans sa tour d'ivoire et ne veut plus prendre beaucoup de risques et laisse tout simplement ses proches faire. Je crois qu'il faut même plutôt tirer un coup de chapeau pour ce journal Jeune Afrique qui, cette fois-ci, d'après moi, n'est pas plutôt en train de déstabiliser le Cameroun, mais nous donne une information sûre et crédible. Alors, est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? C'est ce qu'on sait. C'est ce que j'allais dire. Je dirais que c'est une information anodine pour moi, dans tous les cas. Parce que si vous vous souvenez, je pense là, il y a de cela 2 semaines, et même la semaine dernière, nous nous interrogeons encore qui gouverne le Cameroun. J'ai commis un article là-dessus, c'était en novembre. C'est justement parce que c'est Jeune Afrique qui le dit que ça devient important. Ça suscite des interrogations. Peut-être des interrogations, ou alors ce n'est pas dans tous les cas une information pour les Camerounais. Parce que les Camerounais savent comment le président Biya gère le Cameroun. Et Jeune Afrique a même fait, c'est un travail, Casimir a dit ici, c'est un travail de fond. Non, je ne pense pas. C'est un travail même de paresse. Parce que Jeune Afrique a tout fait de faire une petite analyse et de mettre en exergue ceux qui, pour lui, sont censés gérer le Cameroun. Il a cité quelques personnalités, le ministre directeur du cabinet civil, le ministre d'État Laurent Isso, le patron de la DGRE, et le secrétaire général adjoint Séraphin Fouda, qui est considéré comme le conseil des affaires économiques du président, et l'aide de camp, le contre-amiral Joseph Fouda. Voilà ce que Jeune Afrique a fait, c'est-à-dire, il vous dit, voilà ceux qui gèrent, d'après eux, le Cameroun. C'est-à-dire, le président donne la procuration à ceux-là pour gérer le Cameroun. Est-ce vrai? Il y a une question là, sinon, que les Camerounais essaient de se poser et que les observateurs avertis que nous sommes le savent déjà. C'est-à-dire, le président Biya reste recroquevillé, comme vous l'avez dit, dans sa tour d'ivoire. C'est un chef d'État dans tous les cas. Ce ne serait pas une surprise de dire que le président Biya gère le Cameroun par procuration. Un chef d'État ne peut pas être partout à la fois. Donc du coup, vous confiez des tâches ou alors des missions et des instructions à vos collaborateurs qui sont chargés d'exécuter. Vous avez vu, nous parlons il y a cela 1 semaine pratiquement de la responsabilité du Premier ministre Philémon Nya. Je demandais, est-ce qu'il tenait encore le vénin dans un article? Parce que l'on a observé une sorte de cacophonie. Il est sorti, il a réagi. Il a réagi à 2 ou 3 choses. Hein.
qui était considéré comme le désordre au sein de son gouvernement. Et Jeune Afrique, ici, reporte le problème au niveau du palais d'Idzoudi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que les décisions, c'est-à-dire s'il y a des faits de société qui ne sont pas résolus au Cameroun, il faille que le président le résolve à temps et à bien. Mais comment est-ce que cet article sera perçu du côté de Yaoundé, et précisément de Toudi? Nous savons bien, comme tu venais de le dire, si cette information avait été publiée par le jeune enquêteur, ou bien Forum Libre, ce serait passé inaperçu. Je peux vous rassurer. Mais je peux être sûr que même le ministre de la Communication ne laissera pas passer ça de cette manière-là. Je peux vous rassurer ici qu'on aurait titré, Jeune Afrique aurait titré autrement, en fait, aurait illustré ce titre autrement, en disant par exemple les hommes du président. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, je vous ai dit, les téléspectateurs le découvriront certainement dans Jeune Afrique. On a listé quelques personnes, on a dit, voilà, tel est ceci, il a telle spécialité, forcément c'est lui qui doit gérer ci ou ça. De là à dire que c'est un coup d'État manqué, comme notre confrère la météo le pense. Ce n'est pas un coup d'État, surtout après... la météo qui doit un coup d'État manqué. Surtout après un très grand public reportage qui a été fait, il y a, je pense, ça ne fait pas 2 semaines sur le Cameroun. Je pense que, et lorsque le public reportage a été commis, la presse a tout fait de dire, le grand amour est revenu entre Jeune Afrique et l'État du Cameroun, et le gouvernement du Cameroun, parce que lorsqu'on parle d'État, nous sommes compris. Bien, c'est dit à lire dans la presse, la météo parle, en tout cas, Jeune Afrique qui questionne d'ailleurs l'attitude du pays, qui dirige vraiment le Cameroun sur le plan politique, économique, sécuritaire et justice. Donc, c'est à lire dans le journal, le magazine Jeune Afrique qui est disponible également. Et la météo de se poser également la question, ou tout au moins de révéler que c'est encore un coup d'État manqué de Jeune Afrique dans cette sortie de Jeune Afrique, notamment le journal de Béchi, Ben Yamed, donc persiste dans sa logique de diaboliser le Cameroun. C'est-à-dire aussi dans le journal La Météo de ce matin. Alors, on va poursuivre avec Kalara qui nous propose autre chose, qui se demande pourquoi les avocats anglophones veulent le fédéralisme. La politique de nomination des magistrats en cause, comment les bannis de Yaoundé ont mis le feu? Justement, je crois que c'est un excellent travail que notre confrère Kalara a fait. Et vous savez que nous sommes à 48 heures de la fête de l'unité. Et c'est justement pendant cette période que les avocats anglophones ont cru devoir poser le problème de sécession, c'est parce qu'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire ils réclament à corps et à cri et le fédéralisme, qu'on revienne au fédéralisme que nous avons abandonné il y a 42 ou 43 ans. Et justement, c'est à se demander si c'est même opportun, parce qu'ils viennent de revendiquer et d'obtenir que les débats dans les tribunaux anglophones, à savoir les tribunaux de la partie nord-ouest et sud-ouest, soient conduits uniquement en anglais. Ils ont obtenu cela et ils sont en train de pousser le bouchon un peu plus loin pour demander le fédéralisme. Est-ce que c'est même vraiment opportun en ce moment précis? Je ne pense pas, étant donné qu'ils ne sont que 700 avocats. Je ne pense pas que 700 avocats face à 20 millions de Camerounais peuvent dicter leur point de vue au point de faire pratiquement du chantage, parce que c'est le chantage que les avocats anglophones sont en train de faire au reste du Cameroun, et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'être suivis parce qu'ils ont mis les moyens, ils sont en train de passer dans toutes les chaînes de télévision, dans toutes les radios, dans tous les journaux, pour revendiquer leur fédéralisme, ce fédéralisme qui n'est plus opportun. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on peut ramener le Cameroun à 42 ans en arrière. Alors, ce ne sont que des revendications. Je pense que ce sont des revendications à prendre très très au sérieux. Je suis d'accord qu'il faut prendre ça au sérieux, mais pas nécessairement le fédéralisme. Non, j'ai dit il y avait un problème. L'histoire est très importante. Il y a un problème fondamental qui a été soulevé il y a de cela, et nous en avons parlé ici sur ce plateau, sur le besoin de s'exprimer, que ce soit en français ou en anglais, dans les tribunaux ou dans les cours d'appel du nord-ouest et du sud-ouest. C'était un problème fondamental et le problème a été résolu, je pense c'était avec le doigté du président de l'Assemblée générale des ordres des avocats, Maître Nico Allé, et qui a pu obtenir que le procureur général de la cour d'appel du nord-ouest, Abba Oyono, puisqu'il s'agit de lui, a dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénient que des avocats, ou les magistrats, autant pour moi, les magistrats francophones puissent s'exprimer en anglais. Et ceux-là ont promis de se mettre à l'école
pour que ça ne crée pas un désagrément au sein des populations. Parce que ça, c'était le problème fondamental. Maintenant, le problème qui est posé par les avocats anglophones, c'est le problème du common law. C'est-à-dire, pour eux, ils veulent une sorte, entre guillemets, de scission du barreau. Ils ont presque obtenu cela. Oui, non, il faut écouter, Gazmé. C'est un problème du common law, c'est-à-dire la pratique du droit dans les zones anglophones. C'est un problème qui est fondamental. Vous avez, c'est un problème culturel. Ils avaient leurs habitudes, leur culture. Vous ne pouvez pas leur dénier cela. Et ça se ressent aussi ici dans la zone francophone. Je pense que c'est un problème que l'État du Cameroun devrait prendre au sérieux, mais parler de sécessionnisme, ils n'ont pas, ils ne font pas de la revendication pour les sécessionnistes. Il faut pour faire... le fédéralisme. Non, je dis pour les sécessionnistes. Ce ne sont pas des avocats du SNIC. Alors, le journal pose un problème de période, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire, un problème de période. Oui, pourquoi en ce moment uniquement? C'est-à-dire, ils demandent, et je pense qu'ils ont demandé autre chose, c'est-à-dire l'enseignement de ce commandement-là au niveau de l'ENAM. Au niveau de l'ENAM. Moi, je pense qu'on devrait gagner plutôt en enseignement. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par le fédéralisme pour obtenir cela? Non. Je ne pense pas. Je crois que leurs revendications sont légitimes. Ils ne vous ont pas dit. Ils disent que les ministres, ne vous ont pas dit qu'il faut... On ne nomme jamais les anglophones à des postes de ministres importants. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, mais c'est un fait. Même quand bien même on que vous le voulez, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut nécessairement le fédéralisme? Que vous le voulez ou non, il y a un problème anglophone au Cameroun. Que vous le voulez ou non. Qu'on peut résoudre. Puisqu'on ne résout jamais. J'ai fait un article pour dire que voici pourquoi un anglophone devait être président du Conseil constitutionnel. Et je le démontrais que le président de la République était francophone, que le président du Sénat était francophone, que le président de l'Assemblée nationale était francophone, que le président de la Cour suprême, le procureur général auprès de la Cour suprême et toutes les chambres administratives étaient francophones. Et j'estimais que pour les questions d'équilibre, le prochain président du Conseil constitutionnel devait être un anglophone. Ça a soulevé un tollé, mais c'était la vérité. Ce sont des faits. C'est-à-dire, ils ne font pas des revendications sur des points hasardeux. Non, ils s'appuient sur des faits qui sont là, que nous vivons tous, que vous le voulez ou non, il y a un problème anglophone. Lorsqu'on vous dit que tout le temps les anglophones sont adjoints, mais c'est la vérité. Vous le vivez tous les jours. D'accord. Permettez aux lecteurs d'aller découvrir tout ça dans la presse. Il ne faut pas nécessairement passer par le fédéralisme pour corriger. Ils ne vous ont pas dit, les anglophones ne vous ont pas dit qu'il faut... C'est ce qu'ils disent. Non, ils ne vous ont pas dit qu'il faut un an. Ils ne vous ont pas dit. Ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais dit. Ils disent qu'ils ont donné 6 mois. Non, ils n'ont jamais dit qu'ils voudraient un Cameroun anglophone, un Cameroun francophone comme ça faisait avant 1972. C'est au sein du barreau. Ils demandent la fédéralisation du barreau camerounais. C'est tout. C'est-à-dire, il faut. C'est un problème de culture. Ceux qui ont fait les cours de droit au niveau du Nigeria et ceux qui ont fait les cours de droit au niveau de Ngouakélé, c'est deux concepts différents. Oui, et c'est ce que nous vivons, dans les faits au niveau de nos tribunaux et dans nos cours. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, les téléspectateurs vont découvrir tous ces aspects dans la presse. Kalaraki propose d'ailleurs une enquête menée. Pourquoi les avocats anglophones veulent le fédéralisme, la politique de nomination des magistrats en cause, comment les bannis de Yaoundé ont mis le feu sur cette question. C'est un dossier à lire en pages 6 et 7 de Kalara de ce jour. Merci d'être venu commenter ce titre et bien d'autres. Alors, tout ce qui reste à faire à nos téléspectateurs, c'est d'aller dans les kiosques, se procurer un exemplaire et lire davantage ce que la presse propose ce matin. Merci, bonne journée. Merci Flavien, et nous espérons que nos téléspectateurs n'attrapent pas la lendiose, parce qu'ils n'attraperont pas la lendiose. C'est tout. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, comme vous le savez, c'est demain, lorsqu'il sera à 9h30. D'ici là, restez sur Equinox. Au revoir.